Hop. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on regarde si tout est bon. Hop. Ok, donc on va commencer du coup la 6e séance de statique. Donc c'est la donc dernière séance de notre deuxième gros morceau, on va dire, de la statique. Donc on va voir aujourd'hui ce que sont les sollicitations. Alors les sollicitations, c'est vraiment, on va dire, c'est le terme un petit peu clé du cours. Si vous captez bien ce que sont les sollicitations, alors on va dire que le cours est gagné, quoi. Le but de ce cours, c'est vraiment de travailler sur les sollicitations, de savoir ce que ça représente. Et donc on va introduire ça, assez tranquillement pendant ce cours-là. Alors je voulais savoir si vous aviez eu un changement dans votre emploi du temps pour le cours de 10h30 qui passe à 10h. Donc dites-moi dans le chat si vous avez eu ce changement, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des élèves qui n'ont pas eu l'info que c'était à 10h au lieu de 10h30. Bon, pas très grave. Donc on va commencer ce cours-là avec quelques petits rappels sur ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, ce qu'on avait vu sur donc les réactions. Ouais, c'est bon. Alors désolé, hein, si vous entendez des petits bruits de boum boum à côté, là, c'est qu'il y a des travaux. Il y a des travaux juste à côté de chez moi, donc il risque d'y avoir des petites interférences. Alors ce qu'on avait vu la dernière fois, voilà quelques rappels de ce qu'on avait fait, hein, sur les deux manières un petit peu de rompre une poutre comme ça sur deux appuis, une poutre isostatique, toute simple. Donc la première manière, c'est que les appareils de liaison, les liaisons cinématiques ne soient pas assez puissantes, on va dire, pour maintenir la poutre sous un ensemble de forces. Ici, il n'y en a qu'une seule, mais sous un ensemble de forces extérieures. Donc ça traduit un défaut de la reprise de charge de la part des appareils de liaison, de la part des liaisons cinématiques extérieures. Et donc pour capter un petit peu ce défaut-là, on calcule les réactions au niveau des appuis. Bon. Alors là, ça c'est ce qu'on a vu dans la dernière séance. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que si on a des appuis qui sont assez solides pour reprendre ces réactions qu'on a appris à calculer la dernière fois, si ces appuis sont assez solides pour reprendre ces réactions-là, alors où est-ce que ça va pouvoir se casser? La réponse, elle est là en image, hein, ça va pouvoir se casser dans la poutre. Alors on va apprendre à caractériser cette possibilité de cassure de la poutre en son milieu ou quelque part, quand il y a plusieurs charges extérieures, on va voir exactement où la poutre pourra se casser. Donc ça, on va le voir dans les séances prochaines, hein, dans les séances où on fera plutôt les diagrammes, mais là, en l'occurrence, l'analyse des sollicitations va nous donner vraiment des armes, un petit peu des nouveaux outils, d'un nouveau vocabulaire pour pouvoir bien caractériser ce qui se passe à l'intérieur d'une poutre, donc vraiment dans la section de la poutre, quand elle est soumise à plusieurs efforts, à plusieurs efforts externes. Voilà. On va faire je pense qu'on va prendre le temps de bien rappeler l'ensemble des réactions, hein, pour chacun des appuis. On a donc, voilà, là, vous avez le récapitulatif, hein, de chaque liaison cinématique et de chaque appui qu'on peut calculer pour chacune des liaisons, hein. Une liaison appui simple, on a une seule réaction à calculer, la réaction verticale au niveau de l'appui simple. Alors voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, les réactions qu'on peut calculer sur une liaison correspondent exactement au degré de blocage de la liaison. Vous remarquez que l'appui simple, la translation qui est bloquée, c'est celle qui est verticale ici dans ce cas-là. Et donc la réaction qu'on peut calculer du coup, c'est la réaction verticale au niveau de cette liaison. Pareil pour la liaison pivot, hein, on bloque 2 degrés de liberté pour une liaison pivot, vous vous rappelez. On bloque les deux translations. Donc ça équivaut au niveau des réactions, à calculer, on calcule donc une réaction horizontale et une réaction verticale. Pareil pour la glissière. La glissière, on la rencontre pas en liaison externe, donc a priori. Mais voilà, un titre d'information.
Bah, la glissière, forcément, elle bloque la rotation et une translation qui est ici verticale. Le seul déplacement libre de la liaison glissière, c'est ce mouvement de translation de gauche à droite, là, sur notre cas ici, sur notre glissière en C. Et donc les deux réactions, on en déduit que les deux réactions à calculer, donc forcément c'est celle qui va bloquer cette rotation, justement, donc le moment au niveau du point C, et celle qui va bloquer la translation au niveau de la glissière, donc la réaction verticale. Et dans l'encastrement, là pour le coup on bloque tous les degrés de liberté possibles, donc on bloque non seulement les deux translations, mais également la rotation, et donc dans ce cas-là, bah, on calcule forcément la réaction horizontale, la réaction verticale, donc tous les types de translation, hein, translation horizontale, translation verticale, et évidemment le blocage de la rotation fait que il y a une réaction sous la forme d'un moment qui va aussi pouvoir être calculé sur une liaison encastrement, puisqu'on bloque la rotation. Alors, pour calculer ces réactions, on utilise le principe des travaux virtuels. Mais, pour utiliser le principe des travaux virtuels, il faut qu'on puisse avoir du mouvement. Donc si on a une structure isostatique, on peut pas, on a beau essayer de trouver des points, des centres de rotation sur une structure isostatique, a priori si vous avez une structure isostatique, vous n'avez aucun centre de rotation qui existe. Donc l'idée pour appliquer le principe des travaux virtuels, avec un mouvement virtuel qu'on arrive à faire sur un système, sur un mécanisme hypostatique, l'idée c'est de retirer un degré de blocage à la structure isostatique pour pouvoir dessiner justement des mouvements de ce système, pour pouvoir le transformer en un mécanisme. On va voir ça un peu plus en détail, hein. Ce que je vous ai dit, c'est que la réaction à calculer, elle correspond à chaque fois à un degré de blocage de la liaison cinématique. Donc là, le blocage de la liaison cinématique en A, qui est une liaison appui simple, c'est un blocage vertical, et donc forcément la réaction à calculer, c'est une réaction verticale. Et l'idée, voilà, c'est pour appliquer le principe des travaux virtuels, ben, on retire ce blocage qui correspond à la réaction qu'on cherche à calculer, et on le remplace en quelque sorte par cette réaction. Il y a quelque chose d'assez, on va dire, d'assez visuel là-dedans, hein. On se dit que là, cette poutre, elle est retenue en A, elle est empêchée dans sa translation verticale, et en fait la situation qu'on voit à droite ici, avec cette force qui retient, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement ce qui se passe. On a une sorte de force qui vient repousser, qui vient empêcher la poutre de translater vers le bas, ou vers le haut d'ailleurs, hein, peut-être. Et donc on a vraiment exactement la même idée à droite et à gauche. Pareil pour la liaison pivot. Quand on a plusieurs réactions à calculer, on les calcule les unes après les autres. On fait un premier changement, on va dire, de liaison pour calculer la réaction verticale en B, par exemple. On fait un premier changement qui consiste à remplacer la liaison pivot par une liaison appui simple qui est orientée de cette façon. Et pareil qu'avant, là, il y a quelque chose de très visuel, en fait, où on se rend compte qu'en fait, si on considère RVB comme une sorte de blocage, comme une sorte de force qui vient s'opposer au mouvement vertical de la poutre, on a exactement pareil qu'une liaison pivot, finalement. Et là, c'est pareil, hein, à chaque fois qu'on imagine la réaction comme, vous pouvez imaginer un doigt ou quelque chose qui vient retenir, en fait, juste au niveau de B, mais tout en laissant des rotations possibles, tout en laissant tous les autres mouvements possibles. Donc vous avez non seulement cette réaction qui vient bloquer en translation, mais en plus vous avez donc cette liaison appui simple qui vient bloquer en translation, et puis c'est tout. Donc là, le seul mouvement possible, c'est cette rotation autour du point B, et ce qui est exactement équivalent à la liaison pivot. Donc à chaque fois, il y a ce truc de se dire, je veux calculer une réaction, l'une des deux réactions de la liaison pivot par exemple, donc je remplace le blocage qui correspond à la réaction que je veux calculer, et je remplace ce blocage par une force équivalente à ce blocage en fait. Et j'enlève le blocage dans un nouveau système cinématique avec une nouvelle liaison, du coup un changement de une seule liaison. Glissière, bon c'est un peu anecdotique parce que ça n'arrive pas, on calculera pas de réaction au niveau des glissières. Ça fait intervenir notamment cette liaison double glissière là qui est équivalente à un appui simple en fait dans le sens cinématique, où
le centre de rotation se situe sur une droite, mais qui est la droite de l'horizon en fait, et qui est en fait une droite circulaire. Bon, on n'a pas besoin d'aborder ça dans ce cours-là. On n'a pas de réaction pour les liaisons glissières à calculer, donc on va s'en passer. Mais c'est toujours la même idée, hein. On voit qu'ici, l'idée, si vous voulez calculer par exemple la réaction verticale de cette glissière en C, et bien vous vous dites, je vais prendre la glissière, elle bloque la rotation et la translation. Moi, je calculais je calculais la réaction qui correspond au degré de blocage de la translation verticale. Et donc je supprime cette translation verticale, ce qui me donne la liaison double glissière, et je remets une force pour en quelque sorte compenser cette suppression et pouvoir calculer cette force, la force correspondante finalement. Et pareil pour le moment, hein, la liaison glissière elle bloque la translation verticale et la rotation. Donc si je veux calculer le moment qui correspond à la réaction au niveau du point C, à la réaction en moment au niveau du point C, et bien je dois libérer en quelque sorte cette rotation qui sera compensée par ce moment que je vais rajouter. Donc j'ai en quelque sorte une sorte si j'ai du mouvement de cette poutre là, je vais avoir un tournevis qui va s'opposer à ce mouvement, qui va avoir tendance à lui mettre un moment soit négatif soit positif, hein, selon les forces qui arrivent, mais en tout cas j'aurai quelque chose qui viendrait contrer ce degré de liberté accordé à la poutre. L'encastrement, hein, voilà, c'est le même topo, hein. Vous avez 3 degrés de blocage, donc vous avez 3 types de réactions à calculer, réaction horizontale, réaction verticale et moment, autour de l'axe perpendiculaire à la feuille, à la slide, au plan. À chaque fois, vous libérez le degré de blocage qui correspond à la réaction à calculer. Donc ici, hein, si on veut calculer, je sais pas, la réaction verticale, on se dit qu'il faut que je remplace le blocage vertical par une possibilité de translation verticale et par un blocage en rotation et en translation horizontale, et je rajoute du coup la force correspondante. Ce schéma ici, là, qu'on voit pour calculer RVD, il est complètement, on va dire, fictivement équivalent à cette liaison encastrement. Pourquoi changer? Alors justement, c'est ce que je montre juste après, ou c'est ce que j'ai expliqué lors du dernier cours, c'est que l'intérêt de faire ce changement, ça permet d'appliquer le principe des travaux virtuels. Et ça permet, en fait, c'est la méthode pour calculer ces réactions-là. Si on changeait rien, on ne pourrait pas calculer les réactions. Si on modifie pas un seul degré de liberté dans notre structure isostatique, elle a aucun mouvement possible, donc elle a aucun centre de rotation absolu qui n'existe. C'est ce qu'on montre quand on fait l'analyse cinématique d'une structure isostatique, hein. On montre que aucun centre de rotation absolu ni relatif n'existe, et donc que la structure est complètement stable. Donc à partir de là, impossible de faire quoi que ce soit, impossible de faire un principe des travaux virtuels, puisque le principe des travaux virtuels, c'est d'imaginer un mouvement, parmi l'infinité des mouvements possibles, d'imaginer un mouvement, donc de faire bouger en quelque sorte le mécanisme, les liaisons, etc., pour pouvoir après calculer des résultantes en fonction des forces, etc. Donc là, l'idée, c'est d'introduire une possibilité de mouvement en changeant l'une des liaisons, et de pouvoir ensuite, du coup, calculer la réaction en fonction de toutes les forces extérieures. Je vais vous faire un exemple. Donc là, c'est la méthode que j'explique, hein. Dans un premier temps, on vérifie que la structure elle est bien isostatique, hein. Sinon, on ne saura pas appliquer sous la forme avec laquelle on a apprise le principe des travaux virtuels, hein. Si on a une structure hyperstatique, sachez que c'est possible de calculer des réactions, hein, pour une structure hyperstatique, mais il faut prendre en compte les raideurs des poutres et les déformations, etc. Donc ça introduit une théorie en plus, qui est la théorie de l'élasticité, et on va pas en parler dans ce cours-là. Donc vérifier que la structure est bien isostatique dans un premier temps, et ensuite, pour calculer une réaction, on récupère le degré de on regarde le degré de blocage qui est bloqué par la réaction qu'on veut calculer, on supprime ce degré de blocage. Là, on obtient forcément, automatiquement, à partir de notre structure isostatique, un mécanisme hypostatique à 1 degré de liberté. Ce sera toujours ça, en fait. On aura toujours, à partir de notre structure isostatique, on fait notre changement d'un seul degré de blocage, et à chaque fois,
On peut s'en convaincre en faisant un calcul 3p moins i moins e, dans le cas, on va dire, dans le cas général, hein, mais à chaque fois, quand on supprime un seul des degrés de blocage extérieurs, et qu'on ne fait aucun autre changement, bah, forcément on a un bilan qui est égal à 1, et forcément c'est un mécanisme hypostatique, et le 1 c'est ce que signifie ce degré de liberté, cet unique degré de liberté. Un degré de liberté, ça veut dire qu'on peut faire un seul type de mouvement. Quand vous faites votre mouvement virtuel, si vous imposez un angle ou un déplacement dans votre mouvement virtuel, vous allez vous rendre compte que vous pouvez dessiner tout le reste de la structure juste en fonction de cet angle et de ce déplacement. Tout le reste de la structure est déterminé par le mouvement que vous aurez choisi au début d'une seule des poutres. Et après, tout le reste va découler de ce mouvement que vous aurez choisi. Ensuite, quand on a dessiné ce mouvement virtuel, alors, une petite seconde, je fais un petit truc, hop. Ok. Quand on a dessiné ce mouvement virtuel, avec nos alpha chapeaux, delta chapeaux, des chapeaux qu'on a bien définis et tout, on peut utiliser, dans ce cas-là, le principe des travaux virtuels dans ce mouvement virtuel pour trouver la valeur de la réaction en fonction des efforts extérieurs. Alors je vais vous faire cet exemple, le calcul des réactions de cette structure, par exemple. On a une poutre 1 qui est ici, une poutre 2 ici qui est reliée à la poutre 1 par une liaison rotule et à l'extérieur par un appui simple, et la poutre 1 est reliée par une liaison encastrement. Je vais vous faire l'analyse, on va calculer les réactions de cette structure, hein, on va prendre le temps de bien faire ça. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure de la correction de cet exercice, et si vous voulez, vous pouvez même essayer de le faire en direct en même temps. L'idée c'est de calculer chacune des réactions, les unes après les autres. Donc d'abord on va calculer par exemple la réaction RVA, ensuite on va calculer MA, ensuite RHA, et ensuite RBA. Et à chaque fois qu'on calcule une réaction, on va faire un seul changement de la structure dans la structure isostatique qui va correspondre à la réaction à calculer. Alors je vais vous faire le petit dessin ici du coup. On a donc notre poutre comme ça, ici un encastrement, ici un appui simple. Alors je finis juste de dessiner et je réponds à ta question. Les proportions, on est sur 3, 3, 3. Et une force au milieu du coup. Donc ça c'est F1 et F2 du coup. Alors quand les centres de rotation... Quand les centres de rotation sont alignés, est-ce que la structure est stable? Ah non, justement. Quand les centres de rotation sont alignés, ça veut dire que d'après le théorème de Kennedy, il y a un mouvement possible. S'il y a un mouvement possible, bah ça veut dire que du coup, il y a du mouvement. Ça veut dire que c'est instable. C'est quand les centres de rotation ne sont pas alignés, justement, quand il y a une impossibilité de créer une configuration où les centres de rotation sont alignés, que cette impossibilité nous permet de conclure sur la stabilité du système. Attention au théorème de Kennedy, à pas confondre, à pas inverser les deux choses. Hein. On se souvient que l'idée du théorème de Kennedy, c'est que quand vous avez un alignement des centres de rotation, les petits mouvements, la configuration des petits mouvements vous permet de faire ce petit débattement comme ça au milieu. Vous aviez, alors c'est cette configuration toute simple, hein. On a juste un pivot ici, je vous le fais rapidement, tchuc, une rotule, et ce pivot ici, clac clac clac. Donc là on a une structure potentiellement isostatique, on a les centres de rotation qui sont ici, ici et ici. Donc attention, un centre de rotation absolu ici, par exemple C1, C2, C1 par rapport à 2. Et on voyait que dans cette configuration, dans le cadre des petits mouvements, on pouvait effectivement faire tourner cette poutre autour de ce point-là comme ça, faire tourner cette poutre-là autour
de ce point-là comme ça, et que dans le cadre des petits mouvements, si on regarde ce qui se passe, au niveau là du milieu ici, là, on agrandit, et en regardant ce qui se passe, en fait, on se rend compte que les cercles se confondent en fait en quelque sorte comme ça. Là. Et donc dans le cadre des petits mouvements, on a le droit de dire que dans cette zone, en gros, dans cette zone où on a pas plus zoomé que ça, où on garde un certain niveau de zoom et qu'on regarde un peu de loin ce qui se passe et qu'on voit du coup que les traits sont complètement confondus en fait, hein, on voit aucune différence entre les deux traits, ce qui signifie que toutes ces positions, toutes ces configurations sont possibles dans le mouvement. Donc on peut avoir ces deux barres qui se débattent comme ça, clac clac clac, dans le cadre des petits mouvements simplement. Donc ça c'est l'idée du théorème de Kennedy. Hein. Si vous avez encore des petits problèmes avec le théorème de Kennedy, n'hésitez pas à regarder les replays des cours ou à chercher le bon moment du replay du cours où on introduit le théorème de Kennedy et vous aurez comme ça vous ferez plus l'erreur, on va dire, parce que on va dire que ce genre de raisonnement en fait on peut le retrouver sans forcément l'apprendre par cœur. On n'est pas obligé d'apprendre par cœur un théorème, on peut aussi le comprendre et s'en faire une bonne intuition. Et quand vous avez une bonne intuition du théorème, parce que vous avez refait le raisonnement un petit peu dans votre tête de la même manière que le professeur, ou peut-être d'une autre manière mais qui est équivalente, hein, que vous auriez trouvé vous-même, quand vous avez cette intuition du coup, après vous faites vraiment plus jamais d'erreur, vous inversez plus jamais les deux trucs entre quand c'est aligné ça veut dire qu'il y a du mouvement ou il n'y a pas de mouvement, donc voilà, donc là-dessus, en tout cas quand il y a un alignement des centres de rotation, la structure est instable du coup, mais il y a du mouvement possible. Donc là en l'occurrence on a donc une poutre 1 ici et une poutre 2. On va se mettre quelques points. Tac, tac, comme ça. Alors, dans un premier temps, on vérifie quoi? On vérifie que la structure est bien isostatique. Donc pour vérifier que la structure est isostatique, on compte le nombre de degrés de blocage, le nombre de degrés de liaison. Hop, 3P moins I moins E, ça on connaît bien. 3 fois 2, parce qu'on a 2 poutres, moins le nombre de degrés de blocage intérieur, donc 2. Et moins le nombre de degrés de blocage externe, on a 3 avec l'encastrement, et 1 avec l'appui simple, ce qui nous donne un bilan nul, donc on a quelque chose qui est potentiellement isostatique. Ok, à partir de là, on n'a pas encore montré que c'était vraiment isostatique. Hein. Il faut maintenant montrer que les centres de rotation, celui de 1 et celui de 2 également, n'existent pas. Le centre de rotation de 1, on a une liaison encastrement en A qui nous dit directement le centre de rotation C1 n'existe pas. Ça c'est la conclusion directe de cette liaison encastrement en A. Souvenez-vous, hein, si on a une liaison encastrement, ça veut dire que la poutre, par définition, ne peut pas bouger par rapport au plan fixe. Il n'y a aucun mouvement possible, ce qui équivaut à dire que le centre de rotation n'existe pas. Ensuite, on a le centre de rotation C1,2 qui est ici, ok, qui devient du coup, parce que la poutre 1 ne bouge pas, ça devient un centre de rotation absolu. Ça devient le centre de rotation absolu de la poutre 2, par rapport à 0 si vous voulez, et donc ça devient le centre de rotation absolu de la poutre 2. Et on a la liaison appui simple qui nous dit que le centre de rotation absolu de la poutre 2 est quelque part sur cette droite, mais on ne sait pas où. Il ne peut pas être quelque part en même temps en ce point et quelque part sur cette droite, c'est quelque chose d'impossible, hein, quel que soit le point qu'on choisit dans l'espace, on n'aura jamais un point qui sera en même temps en ce point-là et sur cette droite, ces liaisons sont incompatibles. Donc on en conclut directement que la structure est isostatique. Voilà, j'écris simplement ça. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a même pas utilisé le théorème de Kennedy. Hein. Vous remarquez que on n'a même pas eu besoin d'utiliser le théorème de Kennedy. Les liaisons sont arrangées de telle sorte que on n'a même pas eu besoin d'utiliser le non-alignement de C1, C1,2 et C2 pour montrer que c'était une structure isostatique. Des fois, on a besoin d'utiliser le théorème de Kennedy pour faire ça. Alors, ce qu'on va calculer comme réaction, on va calculer la réaction RVA, par exemple.
Donc RVA, c'est la réaction qui se trouve au niveau du point A. C'est la réaction verticale au point A. Pour calculer RVA, je libère le degré de blocage qui correspond à la réaction. Le degré de blocage qui correspond à la réaction, c'est une translation verticale, puisqu'on a une réaction verticale. Donc pour libérer le degré de blocage vertical ici, le centre de rotation absolu. Quelle partie? Alors le centre de rotation absolu de la poutre 1, il n'existe pas à cause de la liaison, encastrement. Et le centre de rotation absolu C2, il est au niveau du point C, et en même temps au niveau de la droite. Donc forcément il n'existe pas non plus. Alors je ne l'ai pas barré, mais du coup C2 n'existe pas non plus. Voilà. Et donc on a une structure, comme on n'a aucun centre de rotation qui n'existe, on a forcément une structure isostatique. Je continue sur mon dessin de la structure du coup qui permet de calculer la réaction RVA. Pour la réaction RVA, on libère le degré de blocage, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on met à la place de la liaison encastrement, on y met une glissière en A. On remplace simplement la liaison encastrement en A par une glissière, et on rajoute du coup cette force RVA qui va avoir tendance du coup à contrer le mouvement, soit à l'empêcher d'aller vers le bas, soit à l'empêcher d'aller vers le haut, dans l'une des deux directions, mais en tout cas, on va voir ça avec le calcul, hein, mais en tout cas, c'est cette idée de mettre cette force qui va compenser le mouvement qu'on libère d'un coup. Alors, je continue, je dessine tout le reste de la structure exactement pareil, hein, ça, il n'y a aucun changement. On fait qu'une seule modification à la fois. Là, vous remarquez que... alors, je remets les forces, un truc. Et la force ici, F2, ici. Alors, ce qu'on peut remarquer, hein, c'est si je refais le bilan des degrés de liberté et degrés de blocage, je le refais rapidement, hein, mais il n'y a pratiquement rien qui a changé, à part cette liaison. Hein. Je refais le bilan, 3P, c'est exactement la même chose. Moins I, ça va être exactement la même chose aussi. Il y a juste ce E qui va changer, en fait. On aura donc 3 fois 2, moins 2 toujours pour I, moins les degrés de blocage externe qui seront au nombre de 1 plus 2, du coup, moins 3. Et ça fait 1. Et donc on a bien un mécanisme hypostatique de 1 degré de liberté. C'est ce que veut dire ce 1 qu'on trouve à la fin. Alors, ce mécanisme, on va le faire bouger, on va le mettre en mouvement du coup. Pour le mettre en mouvement, il faut lui trouver ses centres de rotation, absolus et relatifs. Hein. On ne peut pas juste en regardant comme ça essayer d'imaginer un mouvement, alors ça irait vers le bas, du coup ça entraînerait ça. Non, il faut d'abord trouver les centres de rotation absolus, et après on peut dessiner le mouvement. Donc on fait ça correctement, on a directement C1 par rapport à 2, on a le centre de rotation, on fait toutes les liaisons les unes après les autres hein, pour avoir toutes ces hypothèses-là, le centre de rotation de C2 qui est quelque part sur la poutre, et le centre de rotation absolu C1, qui est connu grâce à la liaison glissière, hein, qui va être à l'infini dans la direction horizontale du coup. Donc on a C1 connu, C12 connu, et C2 pas encore connu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on applique du coup le théorème de Kennedy pour trouver la position exacte de C2. Le théorème de Kennedy nous dit que dans un mouvement possible, il y a un alignement des 3 points. On sait qu'il y a un mouvement possible, hein, on a trouvé 1 ici, donc forcément on peut tracer un mouvement. Donc on sait déjà si on ne trouve pas de mouvement possible, on a fait une erreur quelque part, hein, il y a un problème. Donc on trace la droite entre C1 et C12, qu'on connaît déjà. Cette droite, c'est une droite horizontale, puisque C1 il est à l'infini à l'extérieur de la slide, là, dans cette direction horizontale. Du coup c'est une droite comme ça. Donc qui passe par les deux points C1 et C12. Et il se trouve du coup que C2 se trouve quelque part sur cette droite. Il est quelque part sur cette droite horizontale, il est quelque part sur la droite verticale, donc forcément il est à l'intersection des deux, il est ici. Alors là, on a tous nos centres de rotation, on va pouvoir tracer le mouvement,
Hop, j'ai un petit souci. On va pouvoir tracer donc le mouvement de ce nouveau mécanisme, de ce mécanisme qui va nous permettre de calculer la réaction RVA. Donc pour tracer ce mouvement, on regarde, là on peut mettre de côté les liaisons à la limite, puisqu'on a trouvé les centres de rotation absolus et relatifs, et donc juste avec ces centres de rotation absolus et relatifs, on va pouvoir tracer le mouvement. Alors par exemple, on va donc tracer un petit repère comme ça, qui est horizontal pour montrer le mouvement, le déplacement qui sera uniquement de haut en bas de toute façon, qui sera uniquement vertical. Donc C2, on sait qu'il ne va pas bouger de manière verticale. On sait que C2 va être complètement fixe dans un mouvement vertical. Donc on peut déjà le tracer ici, ça veut dire qu'il ne bougera pas s'il est sur la droite. Ensuite, on fait un petit mouvement de cette poutre-là, de la poutre 2. Donc on peut choisir de partir soit par là, soit par là. Donc on va choisir l'une des deux, et on va en déduire tout le reste de la structure après. C'est complètement équivalent de choisir l'une ou l'autre. Sachez que vous allez trouver exactement la même chose au niveau des travaux. C'est complètement équivalent au niveau des travaux virtuels après qu'on calcule. Ensuite, on a C1,2 ici, donc on a du coup une poutre 1 qui tourne autour de ce point C1,2, et qui est forcément lié à la première poutre qu'on a tracée, à la poutre 2. Donc, hop. Donc la poutre 1 est forcément quelque part autour de ce point. Donc est-ce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, et peut être comme ça aussi. Elle est forcément en rotation relative par rapport à cette première poutre qu'on a tracée. Alors dis-moi, le centre absolu est visible même géométriquement. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Le centre absolu de la poutre 2 ou de la poutre 1 du coup? Le centre de rotation absolu de la poutre 1, il est visible directement, ouais, grâce à la liaison glissière. On a directement le centre de rotation absolu de la poutre 1, mais le centre de rotation absolu de la poutre 2, justement, le centre de rotation absolu de la poutre 2, vu, si on regarde juste la structure comme ça, c'est un peu compliqué de déterminer où est-ce qu'il est. En tout cas, si vous y arrivez, tant mieux, mais pour pas faire d'erreur, on va faire bien le raisonnement de l'alignement des centres de rotation pour bien être sûr qu'il se situe à cet endroit-là. Il suffirait qu'en fait, on ait quelque chose... si par exemple j'avais ma rotule qui serait un peu descendue par rapport à ma glissière et à mon appui simple, là ça serait plus la même chose, le centre de rotation absolu C2, il serait quelque part en dessous pour faire l'alignement des 3 points. Mais dire comme ça de manière directe, on voit le centre de rotation absolu de la poutre 2 alors qu'il faut trouver l'alignement d'abord, etc. C'est peut-être un peu rapide. Il vaut mieux faire bien proprement, histoire de ne pas se gourer, pour trouver le centre de rotation, les différents centres de rotation. Sinon, si vous faites au feeling, en fait, vous allez jamais... vous allez augmenter énormément votre risque d'erreur. Et puis de toute façon, la donnée de ces centres de rotation absolus et relatifs vous permettent ensuite de déterminer le mouvement virtuel que vous allez utiliser. Donc voilà. Donc là, parmi ces... J'en étais où? Ouais, c'est ça. Parmi ces positions possibles de la poutre 1, donc j'avais dit il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il n'y en a qu'une seule qui va correspondre au bon mouvement de la glissière là-bas. Hein. La seule qui va correspondre, ça va être quelque chose comme ça, puisque la poutre... Alors je vais juste virer les autres. Hop. La seule rotation relative de la poutre 1 par rapport à la poutre 2, qui va correspondre aussi à ce mouvement de la liaison glissière, ça va être celui-là, parce que ici, si vous regardez bien, il y a un déplacement de la poutre qui se fait de manière comme ça, à cause de la liaison glissière, hein, à cause du fait que le centre de rotation le centre de rotation absolu de la poutre 1 est situé à l'infini, et donc forcément la liaison, la poutre 1 tourne autour de ce centre de rotation qui est à l'infini, ce qui équivaut à faire une translation verticale comme ça. Alors est-ce que quand il y a alignement, ça veut dire qu'on peut faire bouger la structure à partir de n'importe quel des centres de relatifs? Alors quand il y a un alignement des centres de rotation, ça veut dire que le théorème de Kennedy se vérifie du coup, et donc il y a un mouvement possible,
Et ce mouvement possible, du coup, c'est en le dessinant qu'on arrive à le voir, effectivement. Euh, à partir de n'importe lequel des centres relatifs, à partir des centres absolus, plutôt. Là, ce qu'on fait, en fait, pour faciliter la tâche, hein, pour faire un joli dessin de mouvement virtuel, on part à chaque fois d'un centre de rotation absolu, et puis on met n'importe quel mouvement comme ça autour d'un centre de rotation absolu toujours, et ensuite on en déduit tout le reste de la structure. Et là ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois on a quelque chose qui est compatible avec les liaisons, hein. On se débrouille pour avoir bien une translation de la poutre 1 dans cette direction verticale, pour avoir un mouvement de rotation relatif entre les deux poutres au niveau de la rotule, et pour avoir un mouvement de rotation autour du point ici du centre de rotation C2. Donc ça, c'est ok pour le mouvement, le dessin du mouvement. Pourquoi c'est C2 le centre absolu? Alors, c'est ce qu'on a trouvé, hein, du coup. C2, le centre de rotation absolu, c'est celui qu'on a trouvé en appliquant le théorème de Kennedy. Vu qu'on connaît C1, on connaît C1,2. On a l'alignement de C1 et C1,2 sur cette droite horizontale, la droite qu'on voit en vert. La droite horizontale en vert, ouais. Et du coup, C2 est quelque part sur cette droite horizontale en vert. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que C2 est quelque part sur la droite verticale de l'appui simple. Donc forcément, C2 est à l'intersection de ces deux droites. Et le seul point à l'intersection de ces deux droites, c'est ce point-là, C2. Donc C2 est bien le centre de rotation absolu, hein. Je sais pas si c'était ça ta question. Mais en tout cas, voilà, la systématique, c'est toujours de calculer, de faire le remplacement de la liaison, et ensuite de dessiner un mouvement possible. Il n'y a pas de centre général à toute une structure, du coup. C'est ça, exactement, hein. Ouais. C'est exactement ça. Il y a... Comment dire? Il y a deux poutres ici. Il y a une poutre 1 et une poutre 2. Et donc, à partir du moment où on sait qu'il y a deux poutres, on sait déjà qu'il va falloir trouver le centre de rotation absolu de la poutre 1, le centre de rotation absolu de la poutre 2, et le centre de rotation relatif entre 1 et 2. Si on avait 3 poutres, on aurait 3 centres de rotation à trouver. Si on avait 4 poutres, 4 centres de rotation, etc., etc. Et donc à chaque fois, c'est ces centres de rotation-là qui nous donnent le mouvement virtuel qu'on peut dessiner après. Alors, là, on va simplement indiquer des noms pour les déplacements qui se trouvent juste au niveau des forces, hein. Au niveau des forces, on a un déplacement ici, qu'on va appeler, on va l'appeler D1 par exemple. Au niveau de cette force ici, on a un autre déplacement à indiquer du coup, qui, on se rend compte, est exactement le même que au niveau de RVA, hein, qui est aussi égal à D1 du coup. Et au niveau de F2, on a un déplacement qui est nul du coup, un déplacement horizontal qui va être complètement nul. On n'a pas de déplacement horizontal au niveau de F2, donc on sait déjà que la force ne va pas travailler dans ce mouvement. Le travail de F2 dans ce déplacement virtuel va être complètement nul. Alors on va quand même l'écrire, on va écrire que le travail virtuel qu'on doit calculer, c'est le travail de toutes ces forces, de RVA, F1 et F2. Donc on va l'appeler le travail total, hein, qui est égal, donc le premier travail c'est RVA fois D1, donc il y a un signe moins, hein, puisqu'on vient s'opposer entre RVA et le déplacement. Ensuite il y a le travail de F1 par D1, donc là un signe plus, puisqu'on a une force qui est dans le même sens que le déplacement. Et enfin, nous avons le travail de F2 dans le déplacement, mais on l'écrit quand même, mais qui est égal du coup à F2 fois un déplacement nul. Voilà, et à chaque fois c'est ce travail qu'on va écrire. On écrit le travail de chacune des forces pour chacun des déplacements qui correspondent au mouvement virtuel, hein. On a du coup 3 forces RVA, F1 et F2, donc on a 3 morceaux de travail à mettre, hein, en quelque sorte. Et à chaque fois ce sera ça. Si on a par exemple une force de réaction et 4 forces extérieures,
et bien on aura en tout 5 travaux à calculer. 5 travaux à écrire comme ça. Et toujours en fonction d'un seul paramètre du coup. Ici, ce paramètre, c'est D1. Alors on va mettre D1 en facteur, comme ça. F1 moins RVA. Et du coup, ce que nous dit le PTV, le principe des travaux virtuels, c'est que pour toute valeur de déplacement virtuel, donc de notre paramètre D1 qu'on a choisi au début, pour toute valeur de ce paramètre de déplacement virtuel, eh bien on a forcément le travail qui est égal à 0. Alors, c'est quoi la différence entre une réaction et une force? La réaction, effectivement, c'est une force. Une force n'est pas forcément une réaction. Donc ça, il y a quelque chose... une force, c'est un concept général qui indique simplement un objet qui s'oppose à un mouvement de déplacement. Et une réaction, c'est donc, non seulement c'est une force, mais en plus, c'est une force un peu particulière, puisque c'est une force qui intervient au niveau d'un appui extérieur. Les réactions, là, c'est ces forces ici en vert qu'on voit là. À chaque fois, ce sont des forces, hein. À chaque fois, sauf pour le moment, qui est un moment du coup. Mais les réactions horizontales, verticales, ce sont toutes des forces, pour le coup. Et ces réactions, c'était le sujet du dernier cours, du coup, hein. On a trouvé cette méthode de calcul des réactions avec le principe des travaux virtuels, et ça nous permet de trouver une valeur qui est du même ordre que des valeurs de force, hein. C'est vraiment une force dans le sens où il y a une direction, un sens, et du coup, une certaine valeur, qui correspond d'ailleurs à des valeurs de force extérieure. Donc pour tout déplacement, le travail est nul. Donc ça s'écrit de la même manière que ce qui est entre parenthèses en facteur de notre paramètre de déplacement doit être forcément nul. Donc F moins RVA, ce qu'on a entre parenthèses, doit forcément être nul pour pouvoir appliquer le principe des travaux virtuels. Et on en déduit directement la valeur. Alors pardon, j'ai mis F, mais c'est F1. Voilà. La valeur de RVA qui est égale à F1. Voilà pour le calcul de cette réaction. Alors est-ce que j'ai le temps de faire les autres? Je ferai peut-être une autre... J'en ferai peut-être une autre à la fin du cours pour vous montrer un petit peu, mais... Alors... Ouais, je vais vous présenter les sollicitations, déjà, et puis on fera probablement le calcul de F1, le calcul de MA, pardon, à la fin, je vais vous montrer quelque chose. Ok, donc pour s'exercer, là, vous avez les valeurs finales que vous pouvez trouver si vous exercez sur cette petite application. N'hésitez pas à vous exercer, à faire vous-même le remplacement dans la structure par on va dire par le mouvement autorisé. Là, par exemple, pour calculer MA, vous allez remplacer par exemple la liaison encastrement par une liaison pivot qui va permettre de faire ce mouvement de rotation. Et du coup, vous allez ajouter ce moment pour contrer le mouvement de rotation qui va être possible de faire. On peut avoir un exemple où on a des valeurs différentes pour D. Alors D, il n'a pas tellement de valeurs... Ah oui, tu veux dire un autre mouvement virtuel. Alors un autre mouvement virtuel, du coup, on peut le dessiner directement, hein, mais... Hop, un autre mouvement virtuel, ça pourrait être celui-là, par exemple. Vous voyez, alors là, on a... Vous voyez ce qu'on a dit au début quand on se décidait sur une direction à donner à notre poutre 2, là, pour savoir si on allait vers le bas ou vers le haut. Là, pour le coup, on a choisi d'aller vers le haut, et à chaque fois, on a quelque chose qui est complètement similaire, en fait. Là, du coup, on va utiliser des déplacements ici qui seront exactement les mêmes, seulement ils seront vers le haut. Donc on va avoir une force, un travail ici qui va être, je l'écris rapidement, hein, mais qui va être du coup RVA fois le déplacement, on l'appelle toujours D1 si vous voulez. Hop, D1 chapeau, c'est un déplacement virtuel. Donc RVA fois D1, RVA
est vers le haut et D1 est vers le haut également. Donc on a un signe plus, donc RVA D1. Ensuite on a D1 ici aussi, alors D1 au niveau de la force, hein, toujours au niveau des forces qu'on fait. Hein. Donc D1 au niveau de F1, D1 est vers le haut, F1 est vers le bas, ils sont dans deux sens qui sont opposés. Donc le travail va être négatif, la force va s'opposer au déplacement. On va avoir une contribution négative du coup au déplacement par la force F1. Et ensuite F2, bah, toujours la même chose, hein, F2 ne travaille pas dans ce mouvement, on n'a aucun déplacement, ni horizontal ni vertical d'ailleurs, et donc on a un travail nul de la part de F2, fois 0. Et donc on a exactement la même chose, hein, finalement, on a D1 en facteur de, alors à un signe près, hein, mais vous vous rendez compte que ça donne exactement le même résultat, moins F1. Et donc, si vous appliquez le principe des travaux virtuels, pour tout D1, le travail virtuel est égal à 0, et donc ce qu'il y a entre parenthèses ici va être égal à 0, et vous vous rendez compte que, en repassant de l'autre côté, ça donne exactement la même chose. Et donc ça, ce sera pour n'importe quel calcul de réaction, quel que soit le mouvement, il n'y a pas de piège, hein, quel que soit le mouvement virtuel que vous allez choisir, vous allez toujours retomber sur les mêmes valeurs, sur la bonne valeur, et votre collègue à côté, il a beau avoir choisi un autre mouvement, un autre type de mouvement virtuel, la seule chose qui va changer, ça va être tous ces signes-là devant les travaux, et c'est tout. Et à la fin, vous allez obtenir exactement le même résultat. Alors, on a passé un peu de temps, effectivement, pour rappeler comment on faisait ce calcul des réactions, mais en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est que les sollicitations, ça va être exactement le même principe, ça va être exactement la même logique qu'on va faire pour calculer les sollicitations. Quand on imagine un mouvement, on doit prendre en considération les forces. Non, pas du tout. Alors, les forces n'interviennent pas quand on choisit notre mouvement. La seule chose qui intervient quand on fait notre mouvement, ce sont les centres de rotation et les poutres, du coup. Là, vous avez remarqué que quand j'ai dessiné mon mouvement virtuel, je me suis simplement appuyé sur les infos de mes centres de rotation et mes poutres seulement, mais à aucun moment je ne prends en compte mes forces. Dans ma tête, en fait, je peux retirer les forces, je peux en fait faire une sorte de schéma équivalent. Là, on va dire que pour dessiner mes mouvements virtuels, je prends tout ça là, où il y a beaucoup d'infos, et je transforme ça dans ma tête en quelque chose comme ça. La poutre 1, la poutre 2, et les centres de rotation. C'est 1 à l'infini. Ça, c'est en gros ce que je récupère comme info de ce schéma-là, où il y a effectivement beaucoup d'infos. Il y a des forces, il y a des réactions, il y a pas mal de choses. Pour dessiner le mouvement virtuel, j'ai besoin seulement de ces infos-là. Je peux dessiner le mouvement virtuel juste à partir de mes poutres et de mes centres de rotation que j'ai trouvé avant. D'ailleurs, vous vous souvenez, en cinématique, on n'avait même pas introduit le concept de force, le concept de moment, le concept de réaction. La dernière séance de cinématique, on pouvait directement dessiner des mouvements virtuels. On se souvient que pour des mécanismes, on pouvait dessiner des mouvements possibles, alors qu'on n'avait même pas introduit le concept de force. Donc ça prouve bien que on peut dessiner on dessine d'ailleurs les mouvements virtuels simplement à partir des infos, des liaisons cinématiques. Et là, vous remarquez que ce dont j'ai besoin ici, ce sont seulement les centres de rotation. J'ai même pas besoin de savoir quelle est la liaison. Là, par exemple, je pourrais m'imaginer que c'est simplement des pivots, en fait, à chaque fois. Des pivots, des rotules, et du coup, une glissière, là. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Simplement, je construis un nouveau système, en fait, où seulement interviennent seulement les poutres, et du coup, les centres de rotation. Et je m'occupe même pas de savoir quel est le type de liaison entre poutres, entre poutres et le plan fixe, etc. Hop. Alors, pour revenir aux sollicitations, on va faire ça assez simplement, je pense. Pour introduire les sollicitations, donc de la même manière
qu'on a introduit les réactions des liaisons externes, hein, on va montrer en fait que dans les liaisons internes, par exemple la liaison rotule, on a des résistances qui se créent quand on applique des efforts extérieurs, hein. Vous vous souvenez que au cours de la dernière fois, on montrait que si on appliquait une force extérieure, on avait comme des sortes de doigts qui venaient s'opposer à ce mouvement pour maintenir la stabilité complète de la structure. Bah là c'est pareil pour les liaisons internes du coup. La liaison rotule par exemple, elle développe des efforts dans le sens vertical et dans le sens horizontal d'une poutre sur l'autre et de l'autre poutre sur l'une, pour résister, pour s'opposer à des mouvements de translation possibles entre les deux poutres. Si par exemple je tiens ma poutre 1 d'un côté et qu'avec ma poutre 2 je tourne autour et tout à coup j'applique une force qui va être vers la direction ici vers la gauche, mais je vais me rendre compte que je vais développer une force de la poutre 1 sur la poutre 2 au niveau de la rotule qui va être à l'opposé du coup, qui va s'opposer à cette force extérieure que j'applique sur la poutre 2. Donc nous ce qui nous intéresse particulièrement pour introduire les sollicitations, c'est la liaison interne encastrement. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'encastrement? On a une poutre 1 qui est ici à gauche et une poutre 2 à droite. Et quand on a un encastrement, du coup, on a 3 degrés de liberté relative d'une poutre par rapport à l'autre, qui sont complètement bloqués. Donc ça veut dire qu'on a 3 types d'efforts, 3 efforts qui se développent au niveau de la liaison encastrement. On a non seulement un effort vertical, mais également un effort horizontal, et en plus on a un moment qui vient résister à cette rotation, hein. Et si on fait la même tactique que pour les réactions hein, qu'on vient d'appliquer juste avant, si on se dit qu'on remplace à chaque fois la liaison encastrement par une liaison rotule et qu'on rajoute un moment résistant à cette liaison, ça va donner quelque chose d'exactement équivalent à la liaison encastrement. Et de la même façon qu'on a fait ce remplacement pour les liaisons extérieures seulement, juste avant là, on peut se dire c'est carrément possible de faire ça pour les liaisons internes, et notamment pour la liaison encastrement. Alors, calculer les liaisons internes d'une liaison encastrement, ça va être en fait exactement le travail qu'on va faire pendant cette séance, hein. Alors, il y a juste besoin simplement de préciser effectivement que la force de réaction de 1 sur 2, quel que soit le type d'effort, quel que ce soit une force ou un moment, c'est exactement l'opposé de la force de réaction ou du moment de réaction de 2 sur 1. Donc à chaque fois, on a un signe opposé entre ces deux forces, hein. Vous voyez qu'ici, la force de 1 sur 2 qui vient s'opposer au mouvement de 2 par rapport à 1, du coup, elle est exactement pareille, à un sens près, elle est juste opposée à la force de 2 sur 1. Donc ça, c'est juste pour simplement dire qu'on a deux manières possibles, on va dire, de calculer l'effort interne au milieu d'un encastrement. Nous, on va pas calculer les deux, parce que franchement, quand vous en avez une, bah vous avez l'autre directement, vous mettez juste un signe moins. Donc on va simplement s'entendre sur un sens, qu'on va garder jusqu'à la fin, et que tous les ingénieurs, en fait, gardent cette même entente, en quelque sorte. Nous, simplement, ce qu'on va dire, c'est qu'on va se mettre à chaque fois dans un moment résistant qui va être orienté de cette façon, dans des forces résistantes comme ça, verticales, qui vont être orientées de cette manière, et non pas de la manière inverse du coup, et les forces horizontales qui vont être orientées comme ça vers la liaison glissière du coup, pour calculer les mouvements de rotation, de translation relative horizontale. Alors vous inquiétez pas, on va appliquer pour un exemple ce type de transformation au sein d'une structure. On va remplacer une liaison encastrement par chacune de ces 3 possibilités pour calculer non seulement MA, mais aussi RVA et RHA, par exemple. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que on leur donne des noms, en fait, à ces efforts internes, à ces réactions internes, en quelque sorte, ces équivalents de la réaction, mais pour une liaison encastrement entre 2 poutres. On va leur donner des noms, ce moment ici, qui va résister à une rotation possible entre les 2 poutres, lorsqu'on va remplacer la liaison encastrement par une rotule, on appelle ça un moment fléchissant. Un moment fléchissant, pardon. Ici, la réaction
interne qui vient s'opposer à un déplacement relatif de translation entre les deux poutres, on va appeler ça un effort tranchant, et l'effort interne qui correspond à empêcher, on va dire, la translation des deux poutres, mais dans le sens comme ça, dans la longueur, dans le même sens que la poutre, en fait, on va appeler ça l'effort normal. Et à chaque fois, en fait, on va nommer ces efforts internes de la liaison encastrement de cette manière-là. Et on va les orienter toujours de cette manière-là à chaque fois. Alors je vais vous faire un exemple d'application. On va simplement regarder cette petite structure toute simple, et on va se dire, au niveau du point P, on va faire comme s'il y avait une liaison encastrement, rien ne nous empêche de dire ça, hein, finalement, on se dit qu'il y a deux poutres, une poutre 1 qui va de A à P, et une poutre 2 qui va de P à B, et au niveau du point P, on a une liaison encastrement. Donc ça, c'est une structure qu'on va faire comme d'habitude, on va faire un peu comme les réactions externes, on fait un mouvement, on définit une nouvelle structure à partir de cette structure qui est isostatique du coup, et on va simplement calculer les efforts internes qu'on a définis ici. Alors, voilà, donc ça s'appelle en quelque sorte faire une coupure de la poutre. Quand vous prenez une poutre qui est continue, et que vous dites qu'en un point de cette poutre, il y a une liaison encastrement entre deux morceaux de poutre, du coup, à partir d'une poutre, vous créez deux morceaux de deux nouvelles poutres, hein, en quelque sorte. Cette poutre entre A et B, on a simplement placé un point en P, et du coup ça nous a permis de définir une poutre 1 et une poutre 2. Bon, ce travail-là, ça s'appelle une coupure. Donc on fait une coupure de la poutre, et on va calculer par exemple cet effort interne, cette réaction interne, qui s'appelle un effort tranchant du coup. V, effort tranchant. Donc ça, c'est à bien... On va faire un rappel après en fin de séance, hein, pour bien récapituler tous ces trois efforts internes au niveau d'un encastrement qui correspondent en fait aux sollicitations, qui sont des sollicitations. Dès qu'on met un point entre les poutres, c'est pas une rotule. Alors, il y a une liaison qui s'appelle la liaison rotule, effectivement, qui permet de faire des rotations relatives entre les deux poutres. Là, ce qu'on fait, c'est pas une liaison rotule. Normalement, une liaison rotule, ça se représente avec donc un cercle avec du blanc au milieu, du coup. Là, ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a défini au point P une liaison interne encastrement. Donc c'est comme si on avait... Je vais vous faire en dessin ici, de toute façon, pour le calculer. Hop. Je vous fais donc le début de la poutre 1, qui part de cette liaison appui simple ici. C'est bien ça, hein, je crois que la liaison... Hop, appui simple est là, ouais. Donc, elle part d'ici. La poutre 1, elle s'arrête ici. Ça, c'est la poutre 1. Et alors, ce que tu me dis, c'est... alors, je vais expliquer ça après, mais... ce que tu dis, c'est que si on met un point entre les deux poutres, ça s'appelle une liaison rotule. Bon, en fait, on fait ce qu'on veut, hein, soit on peut définir les systèmes qu'on veut. Si on met une liaison rotule, on va mettre une liaison rotule. Là, pour le coup, ce qu'on fait, c'est simplement mettre une liaison encastrement entre la poutre 1 et la poutre 2, du coup. Et donc, on va représenter ça comme ça. Alors, je fais un point pour essayer de visualiser la liaison encastrement. Ouais, d'accord, ok. C'est vrai que, en fait, c'est pas... comment dire, pour montrer qu'il y a un encastrement, il n'y a pas trop d'autres solutions que de faire un gros point comme ça, qui ressemble effectivement à une rotule, hein. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais effectivement, c'est pas une rotule du coup, c'est simplement un encastrement. Et donc cet encastrement, entre les poutres 1 et les poutres 2, donc voilà, je vais faire un segment comme ça plutôt. Donc, on a une force qui s'applique au milieu de la poutre, qui s'appelle F. Et donc ça, ce point, il est lui-même au milieu de la poutre. On va le faire un peu mieux. Hop. Alors voilà, tac, ok. Ok, donc là on a deux poutres. On a une liaison appui simple ici, une liaison pivot à droite. Si je fais 3P moins I moins E très rapidement, on a 3 fois 2,
moins le nombre de degrés de blocage interne, c'est 3. L'encastrement, il bloque 3 degrés de blocage interne. Ah oui, ta question, pourquoi on appelle V les réactions et pas RV? Je vous expliquerai ça après du coup, mais il y a une raison pour ça, parce qu'elle n'est pas forcément verticale en fait. Cet effort interne n'est pas forcément vertical, il est défini comme étant toujours perpendiculaire à la direction de la poutre. Donc si tu veux, s'il y a une poutre par exemple qui va être dans cette direction-là, donc avec par exemple hop, une liaison comme ça, et une liaison comme ça, et que je veux calculer l'effort tranchant au niveau du milieu de cette poutre par exemple, je vais faire ma coupure, et je vais calculer l'effort tranchant du coup, mais là cette fois ça va pas être vertical, ça va être horizontal, ça va être quelque chose comme ça quoi. Et il s'appellera toujours V au niveau du point P du coup. Voilà. Et l'effort normal, il est toujours dirigé dans le sens de la poutre, dans la même direction que la poutre. Et donc si la poutre est perpendiculaire ou si elle est penchée, et bien du coup, l'effort tranchant n'est plus vertical. Donc l'appellation RV, qui correspond à réaction verticale, ne correspond plus. Attention, c'est vrai que c'est un peu trompeur, la lettre V ne correspond pas forcément à vertical. Ça correspond simplement à effort tranchant. Des fois on l'appelle T aussi. Mais dans ce cours, on va l'appeler V. Alors je finis simplement le bilan de cette structure, moins le nombre de degrés de blocage externe du coup, qui est égal à 3, et donc on tombe bien sur 0, c'est potentiellement isostatique. Ensuite, on veut calculer du coup l'effort tranchant. Donc, on regarde alors... ah non, c'est pas du tout bête comme question, c'est exactement ça. Les réactions, ça correspond aux liaisons externes, sollicitation, liaison interne, et on va même aller plus loin, liaison interne d'une liaison encastrement. Les sollicitations correspondent exactement aux liaisons internes d'un encastrement pris n'importe où sur la poutre en fait. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais je fais simplement cet exemple pour vous montrer un petit peu concrètement comment ça marche. Et c'est exactement ça, réaction, effort externe, liaison externe, pardon, et sollicitation, liaison interne. Hop. Donc là, on a cet effort à calculer, hein, l'effort tranchant au niveau du point P. Pour calculer cet effort tranchant, on libère le degré de blocage qui correspond à la direction de l'effort tranchant. Ici, on libère donc la translation relative entre les deux poutres, et cette translation, c'est une translation verticale du coup. Donc au niveau de cet encastrement, on va simplement mettre, comme on a vu hein, sur la slide, on va mettre une glissière interne du coup, qui est orientée dans la bonne direction pour permettre le bon mouvement entre les deux poutres. Et tout le reste est exactement pareil. Oui. Hop. Oui, alors j'ai pas fait la vérification isostatique, mais là c'est assez évident, hein, de toute façon. La poutre... de toute façon, on peut considérer tout ce système comme une seule poutre, et qu'on le considère comme une poutre ou comme deux poutres encastrées, ça va être exactement la même chose, ça va être exactement le même système. Donc si on considère tout le système comme une seule poutre, on connaît cette structure, hein, c'est une poutre isostatique très classique, avec un pivot d'un côté et un appui simple de l'autre. Donc forcément c'est une structure isostatique. Donc là ce qu'on a fait, c'est simplement remplacer par une liaison glissière, et on place nos petits efforts tranchants ici pour contrer le mouvement rendu possible par l'introduction de cette liaison glissière. Et ici je refais la force F. On étudie le mouvement, la cinématique de cette structure. Donc comme je vous ai dit juste avant, hein, on regarde simplement la cinématique sans regarder les forces. Donc on s'intéresse juste au centre de rotation, hein, on regarde le centre de rotation par exemple de la poutre 2, qui est situé en ce point-là, à cause de la liaison pivot. Cette liaison appui simple nous donne des emplacements possibles pour le centre de rotation absolu de la poutre 1, qui est lié, la poutre 1 qui est liée au plan fixe par cette liaison appui simple du coup. Donc C1 est quelque part sur cette droite. Et ensuite, le centre de rotation relatif entre 1 et 2,
on le connaît, il est donné par la liaison glissière qui est dans cette direction, hein, et donc il est situé à l'infini dans cette direction-là. Ce qu'on peut faire du coup, c'est pour trouver le centre de rotation C1, on ne sait pas encore où il nous reste encore un truc à tester, c'est le théorème de Kennedy. Comme on a fait tout à l'heure, on fait l'alignement des deux points qu'on connaît. Donc deux points sont toujours alignés de toute façon, définissent une droite. Donc on a C1,2 qui est à l'infini dans cette direction horizontale, C2 qui est situé ici. Donc on peut tracer une droite entre ce point qui est à l'infini, qui est à l'extérieur de ma slide quelque part là-bas, hein, mais qui est à l'infini du coup. Et donc je trace une droite entre ce point à l'infini et le point que je connais C2, ce qui me permet de tracer cette droite. Et donc je sais que C1, d'après le théorème de Kennedy, est quelque part sur cette droite, puisque pour avoir un mouvement possible, il faut un alignement des trois points. Donc C1 est sur cette droite verte, C1 est sur cette droite bleue verticale, donc C1 est forcément en ce point-là d'intersection des deux droites. Ça. Hop. Donc là, on a juste à dessiner le mouvement virtuel de cette nouvelle structure, hein, même de ce nouveau mécanisme d'ailleurs. On va dessiner notre axe ici pour que ce soit plus clair. Hein. Je vous conseille aussi de séparer en quelque sorte votre dessin du nouveau mécanisme et de le séparer du dessin du mouvement virtuel. C'est quand même plus simple d'avoir simplement le mouvement virtuel qui est indiqué à part, sinon il y a trop de trucs qui superposent et c'est très propice aux erreurs, quoi. Donc là, on va partir par exemple du point C1. Alors C1, on le trace direct ici. C2, on peut aussi le tracer direct ici. Donc on a une poutre 1 qui tourne autour de C1. On va décider de la faire partir par là, par exemple. Faire un peu moins penché. Hop. Faire partir par ici. Je m'arrête au niveau de la liaison glissière. Et ensuite, ma poutre 2, elle tourne autour de C2. Donc je sais pas où elle va être ici, ici ou ici. Mais le truc c'est que ma liaison glissière, mon centre de rotation qui est situé à l'infini, le centre de rotation relatif, impose un mouvement relatif entre les deux poutres qui doit être un mouvement de translation et pas de mouvement de rotation. Donc mes deux poutres doivent rester forcément parallèles. Donc ça détermine complètement ma poutre 2. Ici, on a comme ça un déplacement d'un côté et un déplacement de l'autre, mais on fait en sorte que les deux poutres, là que ces deux, les poutres 1 et les poutres 2, soient exactement parallèles, puisque c'est comment dire, c'est obligé, c'est rendu obligé, c'est une condition nécessaire, rendue nécessaire par ma liaison glissière du coup, qui implique du coup que mes deux poutres doivent n'avoir aucun mouvement de rotation relatif entre les deux. Et donc comme au début elles sont bien alignées, elles doivent rester bien alignées forcément après. Donc voilà, j'ai dessiné mon mouvement virtuel autour de mes points C1, C2 et C1 par rapport à 2. À partir de là, je retrouve du coup les déplacements qui correspondent aux réactions que j'ai à calculer. Hein. Donc VP, je l'ai dessiné un peu de ce côté, un peu sur la droite, hein, mais VP en fait il s'applique sur ce petit tronçon de déplacement ici, qu'on va appeler du coup D1 chapeau. Ici on a un petit tronçon de déplacement qui va s'appeler D2 chapeau. Et en fait ils sont à gauche et à droite l'un et l'autre pour pouvoir faire en sorte qu'ils correspondent bien aux déplacements qui leur correspondent. Donc VP à gauche dépend de D2 et VP à droite dépend de D1. Donc attention aux petits soucis de signe que ça va impliquer, mais il faut simplement bien définir le déplacement à droite, le déplacement à gauche, la réaction à droite et la réaction à gauche qui correspondent du coup, et il n'y aura pas de souci. Au niveau de F, on a un déplacement au milieu de la poutre hein, qui se fait comme ceci, et donc ce déplacement on va l'appeler par exemple D3. Alors donner les déplacements comme ça suffit pas pour le coup, la dernière fois ça suffisait, mais là il va falloir s'en sortir avec les angles du coup. Donc ici on a un angle qu'on appelle alpha, et qui se retrouve exactement là-bas, puisque
on a deux droites parallèles qui sont traversées par une seule droite. Ça s'appelle le théorème des angles alternes internes, du coup, ce qui nous dit que comme ces deux droites parallèles sont traversées par une même droite, les deux angles alpha ici sont exactement égaux. Là, on n'a pas dessiné la glissière pour simplifier, mais elle y est toujours. Oui, là, alors la glissière y est toujours, mais effectivement, on a simplement montré en bleu, sur le schéma en dessous, le déplacement de chacun des points des poutres 1 et 2, et effectivement, on redessine pas toutes les liaisons, parce que sinon ça encombre le dessin, alors qu'on n'a pas besoin des liaisons en soi. On a simplement besoin du mouvement virtuel. Mais effectivement, la glissière doit être toujours là, doit être toujours respectée. Et le fait que, dans le mouvement virtuel, mes deux tronçons 1 et 2 restent parallèles, ça respecte bien la liaison glissière. Alors je finis là-dessus rapidement, mais j'ai pas défini les valeurs, mais je crois qu'elles sont définies sur la slide. Voilà, c'est A ici. Donc ici, on a une longueur qui est égale à A. Et donc là-bas, ça va être A sur 2. Hop. La longueur D2, on va les calculer les unes après les autres. On va commencer par la longueur D1, du coup, logiquement. D1, on a un triangle rectangle avec alpha en angle du triangle, du coup. Ça va être alpha fois la longueur qui est au-dessus, fois la longueur A plus A sur 2, ce qui fait 3A sur 2. 3A sur 2 fois alpha. Ensuite, D2, on sépare tout bien pour pas faire d'erreur. On a dans ce triangle-là D2 qui est égal à l'angle alpha fois la longueur ici A sur 2. Et enfin, D3 qui va être égal à donc la longueur A fois l'angle alpha. Et voilà, on a on va pouvoir avoir un travail qui va être déterminé complètement en fonction d'un seul paramètre, de notre paramètre alpha. Alors on calcule ce travail dont on parle, le travail total de toutes ces forces dans ce déplacement virtuel. On calcule les travaux de chacune des forces les unes après les autres. On a Vp fois un déplacement D2, ici à gauche de la glissière. Sur la poutre 1, on a un déplacement D2 qui est vers le haut, et Vp qui est vers le bas. Donc on a un signe moins. Donc on écrit Vp fois D2 du coup. Ensuite on a une force Vp à droite de la glissière qui est vers le haut, et un déplacement qui est vers le bas. On a toujours une force qui est opposée au déplacement qui est en vis-à-vis, donc on a toujours un signe moins. Ensuite, on a la force F, qui va être dans le même sens que D3, donc là pour le coup on a un signe plus, fois D3. On exprime tout ça avec nos petites valeurs de D1, D2, D3 qu'on a trouvées juste avant. Donc là on peut rassembler ces deux valeurs, on peut dire que c'est... bon alors on va faire ça tranquillement plutôt. On va simplement remplacer chacun des D2, D1, D3 par leur valeur correspondante, Vp fois A sur 2 alpha, moins Vp fois 3A sur 2, cette fois alpha, plus F du coup, fois D3 qui est égal à A fois alpha. Donc voilà, à chaque fois on a simplement remplacé la valeur du déplacement par les petites valeurs en fonction de alpha qu'on a calculé juste au-dessus. On écrit ça d'une manière un peu plus commode, on va dire, en mettant le alpha chapeau en facteur. Donc on a alpha chapeau en facteur 2 moins Vp fois A sur 2, moins Vp fois 3A sur 2, plus F fois A. Ça, on peut le réécrire en rassemblant les Vp fois A sur 2, moins Vp fois 3A sur 2. On peut le réécrire simplement en se disant que c'est alpha fois donc Vp fois 4A sur 2, ce qui correspond à Vp fois 2A, du coup, plus F fois A. Voilà, là on a une belle expression
qui va pouvoir nous permettre d'appliquer tranquillement le principe des travaux virtuels. Le principe des travaux virtuels, c'est pour tout déplacement virtuel, on a un travail qui est égal à 0. Alors j'écris, hop, toujours comme ça. Le principe des travaux virtuels nous donne c'est ce théorème qu'on va appliquer. Pour tout alpha, le travail est égal à 0. Donc forcément, ce qui est entre parenthèses doit être égal à 0 pour respecter ce théorème. Donc, moins Vp fois 2a plus f fois a va être égal à 0. Et donc on peut supprimer les a de chaque côté, on peut passer le f de l'autre côté et remettre un signe moins, et donc on trouve la valeur finale de Vp qui est égale à f sur 2. Bon. Voilà, donc il faut passer par toutes ces étapes. Première étape, isostatique. Ensuite, remplacement de la liaison, ajout de la force de l'effort tranchant. Détermination d'un mouvement virtuel. Et donc calcul du travail virtuel total, en fonction d'un seul paramètre. Et enfin, application du principe des travaux virtuels. Et ça nous donne à la fin une valeur pour, ici, l'effort tranchant, ce qu'on appelle l'effort tranchant V. On peut faire ça pour chacun des autres efforts internes qu'on a introduits. Pour une liaison encastrement, je vous rappelle, il y a non seulement l'effort tranchant qu'on vient de calculer au niveau d'un point, on peut aussi calculer le moment fléchissant et l'effort normal. Donc l'effort normal, je ne vais pas le calculer, on n'a pas le temps de le faire, mais vous pourrez le faire chez vous. On trouve un effort normal qui est égal à 0. Si on dessine le déplacement virtuel de ce mécanisme, on trouve NP qui est égal à 0. Et si vous faites aussi le moment fléchissant, de ce point P, donc vous remplacez le point P par une rotule pour permettre ce mouvement de rotation relative entre les deux poutres, et vous rajoutez du coup ce moment fléchissant qui vient s'opposer à ce mouvement possible entre les deux poutres. Et donc si vous calculez ce moment fléchissant, vous faites le dessin d'un mouvement virtuel, vous remettez sous la forme alpha fois quelque chose entre parenthèses et vous exprimez le principe des travaux virtuels, et vous trouvez un moment fléchissant qui est égal à cette valeur, qui est égal à a fois f sur 4. Donc ça, n'hésitez pas à refaire cet exemple chez vous, et voilà, pour bien s'entraîner là-dessus, mais là en TD, ce qu'on va faire, ça va être ça, ça va être calculer ces moments, les efforts internes du coup au niveau de liaison encastrement. Simplement un petit point sur les 10 dernières minutes là. On considère un peu toujours ces structures isostatiques. On regarde du coup, comme la dernière fois, cette force qui vient s'exercer sur la structure isostatique. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que les réactions, si les liaisons sont assez solides, bien sûr, mais les réactions viennent s'opposer à cette force. Donc tout est stable, tout va bien, c'est génial. On a même RA qui est égal à RB qui est égal à F sur 2 ici, si on calcule les réactions. Donc on a bien nos bonnes réactions. On va faire l'hypothèse que nos appuis sont bien solides, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va commencer à rompre, puisque nos appuis vont être considérés comme, on va dire, incassables, et ne vont pas rompre sous cette force. Donc ce qui va rompre, ça va être la poutre elle-même. La poutre elle-même va commencer à se tordre, en quelque sorte, et va continuer à se tordre jusqu'à la rupture. Et ce que permet de faire l'isogistation, en fait, le calcul des efforts internes qu'on vient de faire juste avant, donc au moins du moment fléchissant, mais les efforts internes en général permettent en fait de caractériser cette déformation comme ça, quand nos appuis sont assez solides, quand les réactions sont bien respectées sur notre structure. Alors c'est ce qu'on peut pour introduire un petit peu ce résultat, on peut se demander ce qui se passe dans la poutre à ce moment même où on a cette force qui rentre en contact et que les réactions sont assez solides de part et d'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un zoom sur une zone de la poutre qui est proche de cette force pour voir plus en détail ce qui va se passer au niveau de la poutre, et de manière un peu microscopique. Alors, quand on fait ça en termes mathématiques, on arrive à zoomer de manière infinie à ce niveau-là. Mais là, on va pas le faire de manière mathématique, on va simplement faire ça un peu avec les mains, montrer un petit peu le raisonnement, mais le raisonnement mathématique, globalement, il va être à peu près pareil. On va faire ce qu'on appelle une intégration, donc c'est-à-dire qu'on va partager la poutre en plein de petits morceaux, de
plein de minuscules petits tronçons de poutre, et en maths, on est capable de faire des tronçons tellement minuscules qui sont infiniment petits, qui sont vraiment... on va pas s'arrêter de les faire... ici, là, on est obligé de les faire de cette taille, là, qu'on voit ici, mais en maths, on peut continuer, en termes mathématiques, on peut continuer à les diviser et à les diviser jusqu'à ce qu'ils deviennent infiniment petits. Bon, l'idée reste la même, hein, on considère que c'est une multitude de petits tronçons de poutre qui vont être tous reliés entre eux par des liaisons encastrement, rien ne nous empêche de faire ce travail mental, en fait, de se dire que ce tronçon de poutre, qui est une poutre unique, peut en fait être considéré comme plusieurs petites poutres qui sont reliées par des liaisons encastrement. C'est exactement équivalent, en fait. Et ces liaisons encastrement, elles développent du coup, à chaque fois, comme on a vu juste avant, des efforts internes, entre elles, du coup. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une sorte d'effet domino entre chaque tronçon et leurs voisins. On a un premier tronçon qui va se prendre la force de plein fouet vraiment directement, et du coup pour résister à cette force, pour empêcher ce qu'on voit ici, ce déplacement du tronçon de poutre qui prend la force, il va transmettre les efforts à droite et à gauche de ce tronçon du coup, pour transmettre vraiment cet effort qui se prend de plein fouet, et pour le transmettre à ses voisins. Et du coup par effet domino, donc forcément voilà, les forces viennent s'opposer à ce mouvement provoqué par la grosse force F qui arrive sur le tronçon, et donc forcément, par réaction, la force développée pour résister à cette force F va se retrouver dans les poutres voisines. Donc là, on représente à chaque fois l'effort de la poutre de gauche sur la poutre de droite, donc c'est pour ça que ici, à droite de la force, c'est représenté vers le haut, mais là on s'intéresse à ce qui se passe à gauche de la force. On a le petit tronçon qui applique cet effort sur son tronçon voisin. Donc le tronçon voisin va avoir tendance à tomber également, sous l'effet de cette force, mais va devoir résister tout de même pour maintenir la poutre stable, en équilibre complètement statique. Donc la solution, ça va être de développer une autre force de l'autre côté, pour pouvoir récupérer en quelque sorte cet appui qui va être fait de l'autre côté. Et l'effet domino va continuer, ainsi de suite, hein, jusqu'à la fin, jusqu'à arriver aux réactions externes, hein. Mais je vais le remontrer juste après du coup. Mais cette idée d'effet domino entre chacun des petits tronçons de poutre sur son voisin va provoquer en fait une sorte de distribution des liaisons, des efforts internes tout au long de la poutre. Ce qu'on peut se dire finalement avec cette visualisation, c'est qu'à chaque tronçon de poutre infiniment petit, on peut calculer un effort tranchant, un effort normal et un moment fléchissant, puisqu'on peut faire exactement le même raisonnement, hein, pour l'effort normal et pour le moment fléchissant. Si je fais une petite rotation de mon petit tronçon ici, cette rotation elle va être contrée par une rotation un peu moins forte à droite et à gauche, et ainsi de suite par effet domino, hein. Je peux faire ça, là c'est un exemple pour l'effort tranchant, mais je peux faire ça également pour le moment fléchissant et pour l'effort normal. Si je mets une force horizontale, une force qui est dans la même direction que la poutre, au niveau de ce petit tronçon, par effet domino, cet effort horizontal va être transféré à chacun des voisins, les uns après les autres, au fur et à mesure de la poutre. Donc la conclusion de tout ça, la conclusion de ce raisonnement, c'est de se dire en fait que les sollicitations sont présentes uniquement sous l'effet d'efforts externes. Si on n'a pas d'effort externe, alors on n'a pas de sollicitation, puisque on n'aura pas cet effet domino qui va être provoqué, on n'aura pas cette idée de... ces sollicitations qui vont apparaître sous l'effet des efforts externes, du coup. Les sollicitations, ils sont définis par ce qu'on a vu juste avant, hein, par les efforts internes, qui peuvent être considérés comme des efforts internes développés par une liaison encastrement qui serait entre deux tronçons de poutre. Ces efforts internes, ils sont calculés en faisant une coupure de la poutre, du coup. Et c'est ces sollicitations qui caractérisent ces efforts internes. Ce que je vous ai pas trop dit, en fait, c'est que finalement, la définition même d'une poutre, une poutre peut se définir par ces sollicitations, par ces types de sollicitations-là. Une poutre, c'est l'élément de structure en 2D qui permet de transmettre exactement ces sollicitations-là, et pas une de plus, du coup. Si on est capable de transmettre un effort normal, un effort tranchant et un moment fléchissant, alors on est en présence
à minima d'une poutre. Et si on peut transmettre que ces efforts-là, alors on est nécessairement en présence d'une poutre. Et c'est un peu la même chose que ce que je vous ai dit dans le cadre des réactions, hein, que les réactions permettaient de définir en quelque sorte les liaisons cinématiques. Nous, on choisit de faire l'inverse, on part des mouvements possibles pour définir les liaisons cinématiques, mais les réactions définissent intrinsèquement les liaisons cinématiques, les réactions externes du coup, et pareil pour les sollicitations, définissent intrinsèquement les liaisons cinématiques d'une poutre avec elle-même, et du coup de la poutre dans son ensemble. Bon. Gardez cette idée, la plus importante de cette idée finalement d'effet domino, c'est que en n'importe quel point d'une poutre, on peut faire cette coupure, et on peut calculer à chaque fois l'effort normal, l'effort tranchant, et le moment fléchissant, M, au niveau de ce point de coupure. Et du coup, n'importe quelle poutre, qu'elle soit verticale, penchée, horizontale, elle est caractérisée au niveau de ses sollicitations par ces trois sollicitations, ces trois efforts internes. L'effort normal, toujours, l'effort tranchant, et le moment fléchissant. Notez que l'effort normal, je vous l'ai déjà dit, mais l'effort normal est toujours dans la même direction que la poutre. L'effort tranchant est toujours dans la direction perpendiculaire à l'effort normal, du coup perpendiculaire à la direction de la poutre. Et le moment fléchissant, il est ce qu'il est, hein, du coup c'est un moment toujours qui est orienté selon un axe qui est perpendiculaire à notre plan. Donc s'il faut retenir une chose de ce cours, c'est ce que sont les sollicitations, ces trois efforts internes qui permettent de caractériser les sollicitations, et donc ce qui se passe à l'intérieur d'une poutre quand on la met sous des efforts externes, sous des forces extérieures qui viendront après la déformer, mais ça ce sera pour l'année prochaine, pour les déformations élastiques. Bon. La méthode de calcul des sollicitations, c'est ce qu'on a appliqué quand on a fait le calcul de l'effort tranchant pour l'effort interne du coup de la liaison encastrement. C'est exactement le même principe, du coup c'est vérifier dans un premier temps que la structure elle est isostatique, sinon on ne sait pas faire ce calcul-là. Ensuite on supprime le degré de blocage qui correspond à l'effort interne qu'on veut calculer. Si on veut calculer un effort tranchant, on met une glissière dans le sens qui autorise la translation perpendiculaire entre les deux poutres. Hein. Si on veut calculer un effort normal, hop, on tourne notre glissière de 90 degrés pour pouvoir calculer notre effort normal, hein, c'est ce qui est montré ici. Pour calculer l'effort normal de cette poutre en ce point-là, on remplace le point d'encastrement entre les deux tronçons de poutre, du coup, par une liaison glissière qui est orientée dans le sens de l'effort normal, du coup. Et pour calculer un moment fléchissant, on rajoute une rotule, et du coup, à chaque fois qu'on fait ce remplacement d'une liaison encastrement, à chaque fois qu'on fait une coupure de poutre comme ça, on se retrouve avec un système, exactement pareil que pour les réactions, un système qui a un degré de liberté, et qui nous permet d'appliquer le principe des travaux virtuels. Alors, je vous remonte le calcul ici, hein. Vous avez les replays sur YouTube pour regarder comment j'ai fait ce calcul d'effort tranchant. De toute façon, on va faire des applications pendant le TD, on va refaire des applications sur les réactions, hein, et on va prendre le temps de faire quelques applications sur moment fléchissant, effort tranchant, effort normal, calculer les sollicitations d'un système de poutres en un point d'une poutre du coup. Voilà. Donc, je me rends compte que c'est un petit peu chargé, mais finalement, si vous devenez retenir qu'une chose, c'est vraiment cette idée de remplacer un point d'une poutre, un point d'encastrement entre deux poutres du coup, entre deux tronçons de poutre, faire une coupure d'une poutre, et d'y remplacer à chaque fois par une nouvelle liaison, par une liaison qui a 1 degré de liberté du coup, et qui permet de calculer l'effort interne correspondant. Donc soit l'effort normal, soit l'effort tranchant, soit le moment fléchissant. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup dans une demi-heure pour le TD. Et on va faire du coup ces applications de calcul de NV et M. N'hésitez pas à bien vous entraîner chez vous. Je sais que vous manquerez peut-être un peu de temps, mais peut-être essayer de bien suivre ce TD-là en particulier, puisque c'est vraiment on va dire c'est la notion centrale de ce cours de statique. Hein. Effort tranchant, effort normal, moment fléchissant.
Ensuite, on va voir les diagrammes, mais voilà, c'est la notion principale de ce cours. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère qu'on n'a pas pris trop de temps au début pour rappeler les réactions, ce qui nous a un peu obligé d'accélérer sur la fin, mais n'hésitez pas à poser des questions à vos professeurs de TD. Et puis moi, je vous dis, du coup, pour celles et ceux de mon groupe, à tout à l'heure. Et puis, pour toutes et tous, du coup, à la semaine prochaine pour la prochaine séquence, du coup. Au revoir, bonne journée.